Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont installés face à leur lucarne. Bienvenue dans Bonjour d'Algérie. Alors aujourd'hui, nous avons des thématiques tout aussi intéressantes les unes que les autres. Mais avant de les présenter, je voudrais souhaiter bon courage et bonne chance à tous les candidats au brevet d'enseignement moyen. Donc pas moins de 800 000 élèves se sont déplacés jusqu'aux différents établissements destinés à abriter cet examen à travers le territoire, à travers les 58 wilayas. On leur souhaite bonne chance, bon vent pour cet examen. Donc on vous fera part de l'évolution des choses juste après. Donc ce matin, nous sommes très ravis de vous recevoir. Oui, c'était une belle image. Yes, I can. Yes, il faut y croire. En tout cas, il est 8 heures et à 8 heures, c'est vraiment l'heure décisive pour ces jeunes qui se présentent pour ce brevet, cet examen de brevet d'enseignement moyen. Donc bonne chance encore une fois. Dans cette matinale, nous parlerons de jeunesse également à travers un très beau programme initié par l'Union européenne en partenariat également avec justement en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Donc à l'effet justement de permettre l'inclusion et l'employabilité, j'y arrive, des jeunes dans le secteur du tourisme en particulier et ses chaînes de valeur. Donc c'est un programme intitulé Dil Siyaha et tout le détail nous sera livré par les organisateurs dans un moment. Donc ce concours Dil Siyaha qui a été préparé depuis le mois de mars, rappelons-le, et qui commence à donner justement tout l'impact à travers différentes wilayas pilotes dont on parlera tout à l'heure. Donc ce matin, nous aurons aussi le plaisir de recevoir un auteur. Il vient de présenter tout récemment à Batna son tout premier roman. Il s'agit de L'Oiseau jaune ou Tayyara Safra en arabe. Lorsqu'on dit Tayyara Safra, la référence est toute acquise dans la mesure où on rappelle tout de suite ces bombardiers qui sillonnaient un petit peu les cieux au-dessus des villages du côté de Batna et à travers justement le pays et qui ramenaient avec eux de sinistres nouvelles, celle d'un bombardement imminent. Donc il raconte une très belle histoire autour de son village, autour d'un personnage très sympathique, un héros pas commun, on verra avec lui. Il s'agit de Nedjib Laraba, écrivain mais également pilote lui-même. Alors aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir de recevoir un slammer, Farouk Rahal, qui viendra nous parler de son expérience. On a profité de son passage par Alger. Il habite en France et aujourd'hui, on va parler du slam avec lui. Et dans cette matinale, nous aurons vraiment le plaisir de recevoir un confrère qui a initié il y a quelque temps une très belle idée, donc un très beau projet qui permet de fédérer les talentueux animateurs et journalistes francophones ou dans d'autres langues, je dirais, donc africains essentiellement. Donc c'est une radio qui se prétend une voix de l'Afrique et Mohamed Saïm, son directeur et porteur de ce projet panafricain, nous en parlera tout à l'heure dans cet espace. Donc il partagera avec moi le plateau dans un instant. Il sera accompagné de quelques animateurs venus du Tchad et qui témoigneront de leur participation à ce projet intitulé Ifriqiya FM. Siam Kenouch sera là la partie également ce matin et elle, notre conteuse préférée, nous parlera du conte africain et du symbole du monde animalier à travers le conte africain. Donc merci encore une fois d'être avec nous. Bien sûr, les plus fidèles savent déjà qu'on démarre toujours avec un point météo et c'est toujours bien sûr la tradition. On ne va pas y déroger. Tout de suite, Amel Laharibi vous livrera les nouvelles du ciel. C'est parti. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et oui, avec Amel également, on fabrique une météo tous les matins. Ça va là? Oui, on compose. Le mot fabriquer n'est pas adapté, on verra. Ouais. Voilà, on va découvrir avec vous des icônes et des symboles qui sont sur des cartes.
Allons-y. Que alors. nous disent-ils ce matin, s'il vous plaît? Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel sera marqué par des passages nuageux, avec toutefois de la brume matinale, comme vous avez pu le constater durant cette matinée, sur les côtes ouest et centre. Mais le ciel restera partiellement voilé sur les côtes ouest, des passages nuageux vers les côtes centre et est. Mais ces nuages vont donner quelques pluies par contre, sur pratiquement l'ensemble des hauts plateaux, parfois orageuses, et ces pluies seront parfois aussi accompagnées de grêle, mais cette fois-ci sur les hauts plateau de l'ouest. La moitié sud connaîtra un ciel partiellement voilé avec des foyers orageux vers le Bécharwa, le Nord Sahara. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent. Et à noter des semonces de sable sur la Saoura, le Nord Sahara et les oasis. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables pour la saison avec toujours des températures aussi élevées à l'ouest. Le maximum 28 degrés à Tlemcen, 27 Oran, 24 Relizane, 23 degrés à Al-Beyod, Djelfa, 25 à Tizi Ouzou, 24 également Alger, Annaba, 23 à Constantine, 22 Batna, au sud 32 degrés pardon, à Gardaya, également Biskra, 33 à Béchar, 35 à Tindouf, 36 Tamanrasset, 40 à Elizi, 41 à Drarin Salah, 42 à Bolj Bedjimourtar et bien sûr le maximum comme toujours à Ingezam avec 44 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes ouest et centre, peu agitée sur les côtes est, avec des vents qui varient entre 10 et 20 km/h et les vents seront variables, et 20 à 30 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur est à nord-est. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 20h02. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà qui est bien dit. À tout à l'heure midi, Amel, et passez une excellente journée. Excellente Vous journée. allez nous manquer. Oh, moi aussi. Allez, gentil. on se dit à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Donc, excellente matinée à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bon courage aux parents et aux élèves, justement, qui prennent part tout de suite à cet examen très attendu, le brevet d'enseignement moyen. Donc, pas moins de 800 000 candidats donc, sur les bancs des différents établissements scolaires qui abritent justement l'examen cette semaine. Donc, bon vent, bonne chance à tous. Yes Weekend nous disait tout à l'heure la régie, et puis Paco aussi il nous dit Yes Weekend quand on s'appelle algérien. Et oui, on va réécouter cette très belle chanson intitulée In Algeria, et c'est signé Paco. Et justement, pour concrétiser, peut-être pour booster, pour appuyer les rêves de certains jeunes dans 4 wilayas pilotes, en l'occurrence Janet, Sétif, Timimoun et Tlemcen, un programme des plus intéressants vient d'être lancé, destiné justement à valoriser leurs efforts dans le domaine du développement du tourisme local. Et à cet effet, nous parlons justement d'un prix qui vient d'être lancé par la délégation de l'Union européenne en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Donc nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir les représentants des deux partenaires, en l'occurrence Monsieur Thomas Eckert, ici présent. Vous êtes le chef de la délégation de l'Union européenne. Et puis pour représenter le ministère, nous avons aussi Monsieur Abdelmajid Terghini, donc qui est directeur national du programme Djil Siyaha. Bienvenue. Bonjour. Messieurs. J'imagine votre bonheur de voir la concrétisation enfin de ce projet de partenariat. Donc oui, Monsieur Abdelmajid. Abdelhamid. Abdelhamid, pourquoi je dis Abdelmajid? Bon. J'ai un frère qui s'appelle Abdelhamid. Ah ben c'est peut-être pour ça. Donc, il y a eu de la télépathie quelque part entre votre frère et moi. Donc merci d'abord pour cette invitation. Donc un grand bonjour aux Algériens qui nous regardent et à Monsieur l'ambassadeur qui est parmi nous. Donc c'est vrai que l'Algérie regorge de jeunesse et donc c'est 70% de notre population. Autant comprendre que c'est une masse importante qu'il faudra bien sûr valoriser et accompagner pour réaliser le rêve. La jeunesse a toujours eu soif d'aventure, de découverte, oui, et surtout d'innovation et de création de choses merveilleuses. Donc c'est pour ça que ce programme est venu pour d'abord conforter la position touristique de l'Algérie et surtout à travers donc la fédération et l'accompagnement de nos jeunes
pour qu'ils portent ce flambeau et transforment notre pays en véritable destination touristique. Donc ce concours est venu aussi pour donner une chance et opportunité à nos jeunes pour réaliser leurs rêves et réaliser des projets dans le domaine du tourisme. Dans le domaine du tourisme en particulier, donc la délégation de l'Union européenne s'intéresse à ce volet, a bien voulu consentir un budget des plus importants, donc qui a été octroyé à ce projet Djil Siyaha. Donc quels sont vraiment les objectifs qui émanent de cette initiative première du genre? Déjà, un grand merci pour l'invitation. Il faut un peu contextualiser notre projet qui est vraiment dans un cadre beaucoup plus large, en collaboration avec le ministère du Tourisme. On veut vraiment booster toute la situation, toutes les chances pour le tourisme, pour devenir vraiment un pilier de l'économie algérienne. Il y a un potentiel énorme. Je cite que les choses qui sont absolument uniques comme le sud ou les sites romains dans le nord. Et là, je crois qu'il y a un potentiel à réaliser. Alors, les jeunes, M. Terrine vient de le dire, représentent vraiment les phares pour ce secteur économique à l'avenir. Je suis absolument convaincu qu'on va identifier des bels exemples des réussites des projets qui sont déjà en place, mais aussi des projets, des idées de projets, des projets qui vont se réaliser avec l'aide de la dotation de ce prix. Et l'idée, c'est de récompenser ce que les jeunes ont déjà réalisé ou ce qu'ils ont en tête, mais aussi de un peu montrer ce qu'on peut faire et de donner une sorte d'inspiration à d'autres. Absolument. Donc, qui sont concernés par ce concours ou ce prix Djil Siyaha essentiellement? D'abord, je rappellerai que le programme Djil Siyaha est un programme qui s'appuie essentiellement sur 4 axes principaux. Donc, d'abord, c'est améliorer la gouvernance au niveau local. Nous avons donc des gens qui sont au niveau des 58 wilayas qui travaillent dans le secteur du tourisme, qui est actifs dans les secteurs du tourisme, mais qui ont besoin d'être accompagnés et encadrés pour assurer une meilleure gouvernance territoriale d'une manière générale et touristique en particulier. Donc il y a aussi la nécessité d'impliquer nos jeunes. On a dit que les jeunes représentent donc une force importante de notre société, donc il faudra qu'ils portent un peu ce projet et le réalisent bien sûr avec les opportunités qui se présentent. Le troisième volet, c'est la formation. Nos jeunes sont à la recherche d'emploi, sont à la recherche donc d'entrepreneuriat, ils veulent réaliser leurs projets. Donc, et le renforcement de leurs capacités également, renforcement de leurs capacités. Des fois, ils ont besoin juste d'une petite formation adéquate pour les faire intégrer dans la vie active. Et enfin, le quatrième axe, c'est développer et pérenniser un peu cette action et la rendre, c'est-à-dire la fructifier au niveau de toutes nos wilayas. Pour revenir donc au prix ou au concours, c'est un concours qui a aussi deux volets. Le premier volet, c'est donc il cible les projets déjà réalisés, déjà exploités. Voilà des entrepreneurs qui sont déjà sur le terrain. Qui ont fait leurs preuves sur le terrain, donc qui ont réalisé des projets ou des actions et qu'ils voudraient mettre en valeur et améliorer. Donc ce projet ou ce programme leur permet donc d'évoluer et d'avancer toujours dans le même secteur. Et le deuxième volet, c'est peut-être d'embellir l'idée initiale, de l'améliorer, de lui donner les moyens d'aller plus loin. Des fois, un manque de moyens donc, peut bloquer un peu donc, cette ambition. Et donc ce prix arrive pour essayer d'aider ces gens à améliorer leur savoir-faire, même en termes de management, de marketing, etc. Et il y a le deuxième, donc ce qu'on a lancé dernièrement, Fikra Siyaha, où l'idée dans le tourisme, c'est tout porteur d'idées, tout jeune qui a une idée, et les jeunes généralement c'est entre 18 et 35 ans, donc on les appelle à travers donc, nos médias pour s'intéresser à ce prix. Individuellement ou dans le cadre d'une petite entreprise, une start-up également. Toutes les idées sont les bienvenues, nous acceptons toutes les idées, qu'elles soient bien maturées, bien étudiées et surtout aussi bien présentées. Donc il y a c'est-à-dire deux directions ou deux dimensions principales, c'est le génie, l'innovation, donc on appelle ça Abqara, donc Djil Abqara, toutes les idées d'innovation et aussi les idées de digitalisation. Donc en termes de marketing, nous savons que nos jeunes sont très portés sur l'utilisation des TIC,
des moyens donc numériques. Donc, nous sommes sûrs que nos jeunes vont nous présenter des projets importants et qu'on va réaliser ensemble, Inch'Allah. Excellent. Donc voilà, ça porte sur 3 volets en fait. Ça s'intéresse à l'initiative féminine d'un côté, à l'écologie d'un autre côté, et puis aussi à l'héritage. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Donc vous avez choisi ces 3 voies. Et les trois catégories sont quand même assez larges, puisque ça couvre, je crois, vraiment plus ou moins toutes les bonnes idées. On a vraiment essayé de soulever les thématiques qui sont très importantes, l'écologie, l'héritage et les femmes. C'est à l'air du temps, effectivement. Mais ça couvre vraiment beaucoup d'activités. Mais je voudrais encore soulever aussi les chiffres pour chaque prix, parce que c'est quand même intéressant. Ah oui, c'est très Alors, intéressant. On a 39 prix en total, Oui. c'est une large gamme. Et dépendant des catégories, s'il s'agit des projets déjà établis ou non, ça commence à 3 000 € par prix. Et ça monte jusqu'à 65 000 pour le premier prix dans la deuxième catégorie. Alors pour 65 000 €, vous pouvez vraiment investir dans un projet à venir pour faire quelque chose qui est soutenable et qui est sérieux. Sérieux, créatif, original, c'est ce que vous recherchez en fait, c'est cette créativité, cette pulsion jeune qui peut apporter une idée novatrice dans le domaine et qui pourrait justement donner une valeur ajoutée à ce qui existe déjà dans les différents endroits qui ont été sélectionnés. Tout à fait. Et quand vous déplacez, j'ai eu la chance avec ma femme d'explorer le pays dans toute sa beauté, dans les 4 coins du pays. On voit surtout des jeunes avec plein d'idées, réalisées ou pas encore réalisées. Alors là, je crois, on a vraiment une sorte, une souche de talents existants qu'il faut juste un peu soulever, pousser, soutenir pour faire marcher le secteur. C'est vrai que c'est un pays-continent qui présente justement des facettes touristiques multiples, différentes, et vous avez ciblé justement 4 régions qui présentent des variantes aussi différentes les unes que les autres. On prend Janet, vous avez choisi donc la zone humide d'Ihrir, les sites rupestres également du parc culturel du Tassili Nadjef. C'est ouvert, Janet. Ouais, c'est la perle, Janet, c'est magnifique. La saison saharienne qui vient d'être clôturée, donc Janet est classée parmi les premières villes visitées, grâce donc aux décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics. D'abord l'instauration du visa à l'arrivée, donc c'est une première pour cette année. Et le deuxième, c'est qu'il y a eu un vol direct donc d'une ville européenne vers Janet, donc ce qui a facilité un peu donc la reprise des vols charters va booster un petit peu le tourisme. Aussi, donc les 4 wilayas pilotes que vous avez cités représentent donc la diversité nationale. Il y a une ville littorale, une ville des hauts plateaux, une ville antique, Djibila, au sein de ce territoire sétifien. C'est pour ça que le choix, je pense qu'il n'est pas fortuit. Donc on pourrait choisir les 58 wilayas, donc c'est pas possible, mais on a limité à 4 wilayas pour que notre travail se focalise par rapport à ces wilayas. Nous avons un travail un peu de terrain à faire, des visites, des diagnostics, même en termes de gouvernance, mettre en place des stratégies de développement de ces territoires. Donc la mise en tourisme nécessite une planification, une vision, une prospective. Donc c'est pour ça qu'on a ciblé des différentes wilayas pour que ce projet soit pérennisé par la suite pour les 58 wilayas. Et pour revenir au concours, c'est un concours qui touche surtout les jeunes qui veulent développer leur business en quelque sorte, et aussi à travers bien sûr le respect de l'environnement, la femme au foyer surtout, on vise la femme au foyer, Djil Riem, Djil Ecologia, et des noms super intéressants. Nous avons un patrimoine vraiment historique incommensurable, donc nous voudrions que ces jeunes le prennent en charge avec des idées de préservation et de mise en valeur pour que les touristes, quand ils visitent ces lieux, ils soient guidés, accompagnés
Et qui soit dans l'esprit de la découverte, Voilà, j'imagine, hein, surtout, mais que ce surtout, soit Tout à dans... fait, tout à fait. En Il tout faut cas, peut-être rajouter, oui. juste pour qu'il n'y ait pas de Mais bien malentendu, sûr, que mais bien sûr. en ce qui concerne les candidatures pour les prix, c'est vraiment national. Il n'y a aucune limitation géographique. Il y a le projet, où on a des villages ou des endroits pilotes, mais vraiment on a voulu ouvrir le prix, le concours Pour ce deuxième prix, c'est vraiment toutes les tout le wilayas pays. qui sont concernés. très bien. Donc le lancement du projet s'est fait au mois de mars. Donc Oui. avril, vous avez un peu clôturé les candidatures. Qu'en est-il de la participation? Donc est-ce que le chiffre justement des 10 510 000 euros a accroché? Est-ce que ça a marché? Alors ça, Donc, c'est le ça, montant global. Ça, c'est De le montant l'opération, du C'est le montant programme. global, Oui. oui. C'est le programme Tout à global, fait. mais pour les prix, seul pour les prix, Non, on ils a sont très réservé intéressants, presque très 900 000 attractifs. euros. Alors Oui. vous voyez bien que c'est du sérieux. C'est important. Et donc ça va, il y a une forte participation. Pour la première session, donc le premier prix, bon, je préfère que c'est M. Eckert qui en parle, mais je pense qu'il y a eu quand même un bon nombre de jeunes qui ont participé à ce prix. D'ailleurs, nous allons peut-être annoncer dans les quelques jours, quelques semaines, donc les lauréats. Et nous allons enchaîner donc avec ce deuxième prix. Je pense que le premier prix était principalement focalisé sur les 4 wilayas, mais le deuxième prix va toucher les 50 wilayas et nous aurons peut-être plus d'offres et plus de jeunes qui vont participer. Très bien, donc vous allez encore lancer un appel Il est déjà à la lancé. candidature. Il est déjà Voilà, il est déjà lancé, Ouais, ouais, donc ouais. Oui, donc c'est toujours permis, c'est pas encore C'est un clos. peu compliqué J'avais parce tout qu'il y a compris. vraiment Oui. trois lots. Alors le premier lot c'est clôturé, on est en train de sélectionner avec le ministère du Tourisme les lauréats. On a vu beaucoup de talents, j'en suis sûr qu'on va avoir des jeunes vraiment passionnants, mais on rajoute maintenant sur le plan national 2 autres prix avec une thématique un peu différente et avec 39 prix supplémentaires. Très bien, excellent. Toujours dans le cadre de Djil Siyaha. Oui, toujours Oui. dans le cadre du même programme. Donc, nous appelons nos jeunes. Donc, Matarateuch, c'est une occasion à ne pas rater. Les jeunes entrepreneurs, Donc, les voilà. start-upers, et puis bon, les Des fois, artisans sont Il ne faut concernés. pas surtout se sous-estimer. Nos jeunes, des fois, ont peur de se lancer. Donc, c'est l'occasion de. Ils ne perdent rien, hein, finalement. Donc, c'est juste donc un engagement et nous allons les accompagner, soit à travers des formations, à travers des accompagnements, pour qu'ils réalisent leur projet dans les meilleures conditions. D'accord. Et c'est vrai que vous avez donné une belle part à la femme et au projet qui présente justement cette particularité d'inclure un certain pourcentage de femmes dans leurs équipes. Oui. Ça c'est très important et je crois que c'est absolument justifié quand vous regardez les activités des femmes. C'est vraiment partout, c'est pas uniquement dans l'artisanat où les femmes ont eu un rôle particulièrement fort, mais aussi, je peux vous dire, je rencontre des femmes qui gèrent des agences de voyage, des femmes qui gèrent des projets, des femmes qui gèrent beaucoup de choses. Alors là, je crois que c'est absolument dû pour reconnaître le talent des femmes. Et elles sont connues aussi, ces femmes, pour être réactives, donc elles vont certainement saisir cette opportunité. En tout cas, si elles nous suivent ce matin, on va leur offrir un peu plus Nous avons, si vous permettez, aussi la Oui. femme au foyer. Oui, tout à fait. Elle réalise pas mal de choses, de merveilles, et surtout dans le cadre de l'artisanat, dans le cadre. Donc la femme a toujours participé dans le développement socio-économique de notre pays, et je pense que donc c'est une occasion aussi qui se présente pour qu'elle mette en valeur son savoir-faire. Très bien. L'inclusion aussi des personnes aux besoins spécifiques aussi implique un encouragement de la part de ce projet. Alors justement, on va rappeler encore une fois les différentes les trois volets du concours. Donc Djil Ecologia qui concerne surtout l'écologie. Il y a Djin Riem, on vient de parler justement des talents féminins, mais il y a aussi Djil Tourafi. Alors qu'en est-il de cet aspect en particulier? Djil Tourafi, donc nous avons dit que l'Algérie détient donc une ressource, un patrimoine historique et qui est important. Nous avons des sites romains, nous avons des sites même préhistoriques au niveau du sud. On voudrait qu'il y ait des idées. À titre d'exemple, nous avons pas mal de gravures rupestres qui sont visitées au niveau, par exemple, de Janet. Je lance comme ça une idée. On pourrait créer un site
reconstituer un peu ce site pour essayer de préserver l'ancien site et ne pas trop le toucher, parce que les gens ont tendance à vouloir toucher, ça peut dégrader le site, etc. Donc on pourrait créer des visites virtuelles aussi, on pourrait créer, il y a pas mal il y a les ressorts qui sont un peu délaissés, qu'on pourrait rénover, restaurer pour en faire des sites touristiques à visiter. Donc les idées sont... oui, elles peuvent être... voilà, c'est vraiment un panel très large, comme disait M. Eckert ici présent. Donc c'est vrai que le panel est tellement vaste, il permet vraiment à tout le monde de pouvoir profiter de cette opportunité. Voilà, ne serait-ce que voilà, à travers les 4 wilayas. Est-ce que les projets, justement, je voudrais comprendre un aspect, c'est-à-dire, je suis d'une autre wilaya que Timimoun, Sétif, etc. Est-ce que mon projet doit concerner les espaces désignés ou est-ce qu'il peut être valable pour d'autres régions du pays? Il peut être valable pour tout le pays. Tout le pays, d'accord. Alors il faut on est quand même limité dans les âges, la fourchette des jeunes, entre 18 et 35 ans, ça on a compris. C'est soit un projet déjà réalisé ou un projet à réaliser dans les 3 catégories qu'on vient de citer. Après, il faut juste, quand vous regardez sur les sites du ministère et de la délégation de l'Union européenne en Algérie, vous voyez, il faut remplir des formulaires pour pour faire le nécessaire en ce qui concerne les formalités. Mais voilà, c'est tout. Et on a jusqu'au mi-fin juillet. Le 25 juillet. 25 juillet pour déposer. Comme dernier délai. Et toutes les idées peuvent concerner toutes les wilayas. Les wilayas pilotes ont été choisis par rapport au programme, mais le concours touche aux 58 wilayas. Donc les jeunes sont appelés à participer avec leurs idées, leur bonne volonté. Et surtout, je pense que ce projet va permettre à nos jeunes de s'intégrer dans la dynamique touristique que connaît l'Algérie actuellement. Il y a un grand retour sur la scène internationale. L'Algérie est en train de reprendre ses droits dans le tourisme international. C'est un pays qui a déjà été touristique au niveau de la Méditerranée. Et je pense que nous devons nous forcer pour reprendre cette place au niveau méditerranéen international. Le potentiel est là, tous les ingrédients sont présents. Donc il n'y a que le travail à lancer et à concrétiser. Oui, ce sont de grands rêveurs, ne serait-ce que les jeunes de Timimoun que j'ai eu l'occasion de côtoyer, ceux de Janet qui ont créé de très beaux gîtes écologiques avec des idées, avec très peu de moyens, mais j'imagine qu'une telle enveloppe va leur permettre justement cette participation au développement local, du tourisme local. Surtout, oui. Donc, et d'être des acteurs vraiment avec un poids avéré dans le domaine du tourisme. En tout cas, tout ce que nous pouvons, c'est vraiment saluer une telle initiative et j'espère qu'ils seront nombreux à prendre part à ce programme. Un programme qui est destiné à l'inclusion, donc on disait, et à l'employabilité des jeunes dans ce secteur en particulier. Donc, et j'espère qu'ils seront nombreux. En tout cas, on a été ravis d'en parler avec vous, Monsieur Abdelhamid Terguidi. Je rappelle que vous représentez le ministère du Tourisme et de l'Artisanat aujourd'hui, en qualité aussi de directeur du programme national du programme Jil Siyaha. Merci à Monsieur l'ambassadeur Thomas Eckert, donc le chef de la délégation de l'Union européenne. Le dernier mot vous revient, vous êtes à l'origine justement de ce beau programme par cet apport conséquent justement en faveur de la jeunesse. Pour cette invitation. Il faut vraiment que les jeunes posent leur candidature, posent ces prix, parce que je crois que c'est intéressant d'y participer. Et avec 39 prix, on a quelque chose à gagner pour beaucoup de talents. Très bien, beaucoup de talents et de beaux jours pour le tourisme et la participation des jeunes dans ce secteur en particulier. Merci infiniment, messieurs. Merci à tous ceux qui sont avec nous. On va tout de suite, justement, vous proposer une petite virée, pas loin d'ici, juste à quelques encablures de la télévision algérienne. On va au jardin d'essai, le jardin d'Al-Hamma, pour visiter cet arbre de paix ensemble et on revient avec d'autres invités. S'étendant sur 32 hectares, le jardin d'essai d'El Hamma à Alger constitue une destination touristique privilégiée pour les amoureux de la nature. 2 millions de visiteurs l'ont visité en 2022.
Édifié en 1832, le jardin demeure une véritable bibliothèque de la biodiversité. Bon, les prémices de la création du jardin reviennent à l'autorité militaire française qui, vers 1831 déjà, décidèrent d'assainir quelques hectares de terrains marécageux en vue de les transformer en sol utile, voire même très fertile, afin de pouvoir entamer les toutes premières opérations liées à ce qu'ils avaient qualifié à l'époque d'acclimatation des végétaux, qui consistait à ramener des espèces végétales des différents continents. Le jardin compte 750 espèces botaniques et 75 autres animales, dont le personnel est chargé de conserver et d'entretenir en vue de sauvegarder cet espace en plein air situé au cœur de la capitale et qui suscite l'intérêt d'un grand nombre de visiteurs. Tout le jardin il est considéré comme étant un laboratoire vivant d'espèces végétales et animales, donc il faudrait préserver sous deux formes principales. Donc, nous avons le volet collection vivante, donc c'est tout ce qui est présent comme étant être vivant au niveau du jardin, que ce soit des espèces végétales ou des espèces animales. Et la deuxième forme, c'est les collections inertes, c'est-à-dire bien qu'on appelle communément les collections mortes. Ce sont tout ce qui est herbier, banque de graines, séménothèque et des animaux empaillés. Je suis venu hier, franchement, j'ai aimé, donc je suis revenu. Et je trouve que le bled, machallah, il a bien changé. Donc je trouve qu'à revenir toutes les années, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est trop bien, surtout c'est beau avec tous les arbres et les fleurs, les décorations. Considéré comme l'un des plus importants jardins au monde, ce joyau n'a pas perdu de son lustre d'antan pour le plus grand plaisir des visiteurs algériens et étrangers. Voilà. Ça y est, on est déjà en direct, monsieur Laraba. On est déjà en direct, monsieur Laraba. Comment? Bienvenue. Nous sommes déjà en direct, tout à fait. Ah oui, bonjour. En tout cas, monsieur Nadib Laraba est auteur d'un très beau livre qu'on va présenter ce matin. Il disait qu'il était très content d'être parmi nous. On est tout aussi content de vous recevoir et honorer ce matin. Voilà, vous êtes une personne très atypique. J'ai l'impression que vous avez vécu plusieurs vies, monsieur Nadib Laraba. Un caméléon. Un caméléon. Caméléon Chaoui. Oui, voilà, vous êtes originaire de Batna. Du côté de Batna, et j'aime beaucoup la culture. C'est pour ça que ma nièce elle me disait pourquoi je l'ai invitée, parce qu'elle est future journaliste. Et moi, j'aime beaucoup la culture. Oui. Et je trouve que notre pays il est tellement riche qu'il n'est pas exploité. Oui, tout à fait. Je rappelle que vous n'êtes pas seulement auteur. Là, vous venez de commettre votre premier roman, donc L'Oiseau jaune, Tayara Safra, qu'on va présenter ce matin, un roman sorti aux éditions Rafar, oui. et présenté cette semaine dans votre ville natale, donc Batna. Ça fait quoi de retourner justement dans ce pays qui ressource, dans cette ville qui vous ressource certainement? Croyez-moi, je ne vais pas dire j'étais un peu réticent. J'avais pas l'idée que M. Rafar allait me faire cette surprise. D'accord. Croyez-moi, quand il m'a dit qu'on va y aller à Batna présenter ton livre, je dis écoute, M. Rachid, avec tous mes respects, même à pied je vais y aller. Retourner chez soi, surtout avec un bagage. Comme le roman qui parle d'une histoire, Tayara Safra, et ça m'a fait plaisir. J'étais ému. Voilà. Vous en parlez avec joie, mais c'est vrai que Tayara Safra n'est pas un oiseau qui augure de belles circonstances ou de belles nouvelles. C'est un oiseau de mauvais augure, n'est-ce pas? Certes. Cet avion jaune qui survolait les cieux algériens à l'époque coloniale, c'était pas quelque chose de beau. C'était un prélude de malheur, oui. Comme il a dit un de vos animateurs là, quand il est passé avec vous, j'insiste. C'était des moments très atroces, surtout pour les gens qui ne connaissent pas.
Bah déjà, ayant vécu pendant ma jeunesse avec ma mère et tout, la venue comment on appelle ça, d'un Piper jaune, c'était un avion de reconnaissance. Il a vu le baluchon que portait ma mère avec un écusson qui est pris, ils ont commencé à tirer à droite, à gauche, et la procession, oui. Eux, d'un côté... C'était un bâtême. C'était une célébration Tartana. On est parti chercher de la terre vierge pour couper le petit machin et l'enterrer après. Eux, ils ont reçu des ordres que tout attroupement, toute procession, il y a toujours des flagas derrière, où ils sont dedans. Pourquoi? Parce que, soit pour la collecte de l'argent, des affaires, ou transporter, si on veut, des armes. Voilà, ça me permet de dire aux téléspectateurs que vous êtes un enfant de la guerre, vous êtes né en 54. Oui, je suis un donc enfant. une année charnière pour l'histoire de notre pays. Charnière, ouais. Et dans une région qui a été souvent bombardée, en tout cas, les hauts plateaux ont été la cible donc des bombardiers français pendant la colonisation très souvent. Surtout ma région là où je suis né, c'est un détroit qui, en passant de Sétif et Nazet pour aller du côté de Djezzar, Barika et tout le monde passait par là. C'était une zone très 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 surveillée. Et souvent, croyez-moi, il y a des accrochages où c'était au coucher du soleil, on a entendu des balles, parce que c'était tellement calme, on les entendait très loin. Et il y a eu un accrochage où il y a eu un jeep on lui a tiré dessus et la jeep elle s'est renversée. Et j'ai entendu, je me rappelle toujours de ça, au maman. Oui. Les Français qui criaient au maman, il y a des blessés et tout. Mais le lendemain, c'était catastrophique. Voilà. Ils sont venus avec leurs chars et tout machin. Ils ont emprisonné nos machins. Ils ont même tué un de mes tontons un peu plus lointain. Oui. J'ai toujours ces images. Ces images qui me rappellent tout de suite le personnage principal de votre ouvrage. Donc, dans L'Oiseau jaune, il y a un jeune garçon tout jeune, donc qui s'appelle Nedjib comme vous. Ouais. Alors, une correspondance qui a son sens pour vous? Je voulais faire un lien entre l'auteur qui est devenu plus tard à un âge avancé, qui est devenu pilote. Oui, avion, ça c'est vous. Oui, c'est moi, pilote d'avion, pilote d'hélicoptère. Et cet oiseau, bon, je ne vais pas dire un oiseau de malheur, parce que vu les circonstances, il était un oiseau de malheur. Mais maintenant, avec la paix, c'est un oiseau qui nous fait évader. Oui. Il y a eu un de mes instructeurs qui est décédé, il me disait, il m'appelle, il me dit, Nedjib, j'aimerais bien que tu viennes m'emmener prendre de l'air pour me dépoussiérer. Oui. Qui n'a pas un jour rêvé de voler? Vous avez concrétisé ce rêve. Donc c'est une de vos vies. Voilà, tout au début de cette émission, je disais que vous avez vécu beaucoup de vies. Oui, une de mes vies. Bon, j'ai eu l'occasion quand même, surtout depuis que j'ai commencé à faire de l'hélicoptère, où j'ai beaucoup de contacts, beaucoup de connaissances, Et ces connaissances, c'est plutôt ces contacts qui m'ont poussé à voir comment on appelle ça, des anecdotes réelles. Il y avait du vécu. Tout ce que je raconte dans mon film, c'est des historiettes que j'ai assemblées autour d'une fiction, qui est le petit Nedjib, ingénieux, très éveillé et tout, et le capitaine Michou. Tout à fait, parce que vous avez reçu, de par vos connaissances dont vous parliez à l'instant, des témoignages vivants d'anciens militaires qui avaient survolé ces régions et qui parlaient, qui aussi, qui parlaient avec énormément de regrets, vous me disiez. Le capitaine Michou, c'est un personnage, dommage qu'il est mort, c'est avec regret. Et là, derrière moi, il y a eu un meeting aérien, et les gens, ils sont venus ils m'ont ramené un vieux personnage qui a 96 ans. Vous imaginez? Oui, donc... 96 ans, qui était à la base de Tizi Ouzou. Et on a fait connaissance. Je l'ai ramené, je lui ai dit, bon, voilà, moi j'ai envie de vous faire une surprise. Il me dit, oui, il me suivait, il marchait. Je l'ai emmené dans un hangar, là où il est stationné l'hélicoptère, et je lui ai fait son baptême de l'air 50 ans après. Oh, ben c'est formidable. En hélico. Vous l'avez fait aussi pour votre épouse. Ah oui, ça c'est... Oh là là. Là, c'est une anecdote qui n'a rien à voir avec les livres. Je reviendrai à l'histoire de mon épouse. Mais j'aimerais bien qu'on la raconte. Mais je rends hommage à ce personnage-là
Quand je lui ai fait le baptême de l'air, je suis revenu, croyez-moi, hein, en descendant de l'hélico, il s'est éloigné de quelques mètres. Il a pleuré? Il a pleuré. J'étais le voir, je l'ai retourné, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, mais c'est émouvant ce que tu m'as fait. Oui. En tout cas, les images décrites, les images, notamment celle de la fin du film qui se fait dans les airs. Hein, donc ce petit pilote qui scrute les horizons, qui fait ce petit pèlerinage autour de cette région dans laquelle il a vécu. C'est tellement bien décrit, donc c'est un petit peu ce que vous ressentez quand vous passez par votre pays, j'imagine. Là, comme je vous ai dit, quand je suis retourné au pays, j'ai reçu un message de ma sœur de France. Elle me disait, je me rappelle le premier jour, quand tu as eu ton diplôme de pilote, tu volais sur un avion jaune. Tu volais. Hein. Maintenant, l'avion jaune, c'est lui qui te fait voler. Il t'a ramené jusqu'à chez toi. Vous imaginez? Oui, bien sûr. Il m'a ramené jusqu'à chez moi. Et là, il y a eu un accueil formidable. J'ai découvert je ne vais pas dire une capitale culturelle, mais j'ai découvert une grande ville propre chez les Guerfi, le libraire Guerfi. Et il y avait un monde fou, croyez-moi. Et je ne m'attendais pas à ça. Les Guerfi sont vraiment des piliers de la culture dans cette région de Batna, et on les salue qui nous suivent ce matin. Donc ils sont des gardiens du patrimoine dans cette région et ils font un travail incroyable. En tout cas, cette belle histoire, cette belle fiction, c'est aussi, comment dire, en filigrane, une belle histoire d'amitié, une belle histoire de repentance, une belle histoire de dénonciation d'une injustice par la voix qu'on attend le moins. Oui. C'est pour ça que je me disais, moi, tous les gens, hein, que je dirais, mes interlocuteurs dans ce film-là, ils ont eu du regret. Croyez-moi. Croyez-moi, ils ont eu du regret. Hein. Ce personnage-là, de 96 ans, il me disait, après l'indépendance, suite aux accords d'Évian, il avait le commandement de reboiser presque toute la région de Tizi Ouzou. Oui. Et un jour, il reçoit une voiture officielle. C'était le commandant Sil Khdar. Oui. Et ce commandant Sil Khdar, c'est lui qui l'a sauvé un jour. Il était blessé, il avait des éclats de... Et quand il a vu les documents légaux qu'il avait, il les a détachés, il les a cachés. Il a transporté de son hélicoptère jusqu'à l'hôpital de Tizi Ouzou. Il a annoncé à son médecin chirurgien, c'était un ami, comme on appelle ça, un gars de chez lui, et il lui dit, tais-toi, parce que c'est une grande personnalité. Oui. Une fois guéri, tu envoies les felagas, hein, les femmes de ménage et les felagas, et vous le faites évader. Voilà. J'ai pas envie d'avoir sa mort. Ça sur la conscience. C'est dire qu'il y avait quand même, voilà, quelques militaires, une poignée de militaires, une poignée aussi, il faut le dire, d'amis de l'Algérie, donc ou d'Algériens, voilà, nés français, donc et d'origine française, qui ont appuyé quand même cette révolution. Et c'est à votre façon, vous racontez ces belles histoires ou anecdotes d'amitié différemment à travers l'amitié qui est tissée entre un jeune garçon, donc Nadjib, qui devient pilote. Voilà, et qui arrive à un moment donné à venger son village, qui devient un héros inattendu. Voilà. On ne va pas raconter l'histoire, bien sûr, on va inviter le téléspectateur à lire, parce que les détails sont importants, ils ont leur valeur, ils sont assez croustillants. Mais ce qu'on va relever, c'est surtout le fait que vous ayez pensé d'abord à un scénario avant d'écrire le roman. Bon. L'idée en elle-même, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, à travers... C'est très imagé, en tout cas, à l'image d'un film. J'ai eu le plaisir d'être invité à une grande fête pour fêter, comment on appelle ça, l'éloge. Un hommage. Ils étaient à 3. Et ces 3 lascars, moi je les appelle les chevaliers du ciel. Et à eux 3, je crois qu'ils dépassaient les 120 000 heures. Il y en a 2 qui ont fait la guerre d'Algérie. Pardon. Et le 3e, il n'a pas fait la guerre d'Algérie, mais c'était l'un des pionniers, le premier pionnier, Michel Anglade, qui a fait le Alger-Paris-Dakar. Oui.
Et pendant la fête, bon, il y avait un des pilotes, hein, Monsieur René, il était, bon, je sais pas, il était vraiment sous. Oui, oui, d'accord, il avait trop bu. Trop bu, il a commencé à raconter une histoire. Il disait, bon, pendant la guerre. Ça désinhibe l'alcool, donc automatiquement on raconte des vérités. Des vérités. Il a dit, j'étais dans un petit coin en train de faire mes besoins et d'un coup je vois un bougnoul qui sortait avec son arme. Il allait me tuer. Et paf, il entend. C'était son ami, hein, qui était mon instructeur, qui vient de décider, je crois, qu'il y a 1 an et demi. Un homme très très charmant. Il lui a tiré dessus. Il a dit, et mon ami Pux a tué le bougnoul. Ce qui veut dire, il a répété le mot bougnoul 2 fois. Ça vous a irrité? Ce n'est pas facile. C'était pas facile d'accepter. Et ses amis se sont révoltés, se sont réveillés quand même. Il lui a dit, bien attends, même on perd la voix. Il dit, mais Romé, tu sais bien que Najib est algérien, c'est ton élève. Il m'a fait des stages de glacier. Hein, oui, au niveau parce du que Mont voilà, Blanc. vous avez... Il savait que j'étais algérien. Mais l'alcool a pris le dessus, elle a pris la raison. C'est pour ça que l'alcool, moi je dirais de temps en temps, il est interdit complètement. Et là, bon, il a été remis à sa place. Et après, je me suis essuyé les larmes et je leur ai dit, écoutez, vous permettez, moi j'ai une histoire à vous raconter. J'ai raconté l'histoire de Tahar al-Khtana. Oui. Lorsque votre propre famille a été prise d'assaut par ces bombardiers de la mort. Oui. C'est pas un bombardier, c'était un avion de reconnaissance. Oui, carrément. Ouais. Et je leur ai raconté l'histoire. Il y avait Michel Anglade qui me disait, mais attends, Najib, c'est digne d'un film. Je suis sorti de là, c'était du côté de la Lausanne, j'ai pris un petit calepin, un crayon. De la Lausanne jusqu'à Paris, on a pris le TGV. J'ai sorti l'histoire. C'est sorti d'un trait comme ça. Et après, je l'ai développé. Pourquoi? Parce que j'y ai tellement. Et là, j'ai fait un travail de recherche quand Absolument, même. j'imagine. Au niveau de tous les avions. Je dis, étant pilote, qu'est-ce qui va me lier entre l'avion et. Et là, j'ai fait un travail de recherche qui était formidable. Et j'ai découvert qu'il y avait pas mal d'avions qui ont été abattus par des Algériens. Comme lui, il disait les bougnoules, mais ils les ont abattus. Et en arrivant derrière moi... Il y a des épaves un petit peu partout dans les plateaux. Chez nous, sur la montagne de Tichirit, où je raconte la guerre des 6 jours, je l'ai vécu. La guerre des 6 jours, je l'ai vécu avec mes neveux. Ah, j'ai dit mes neveux, avec mes cousins et tout. Et moi, je raconte rien de... Le seul lien de fiction qui me lie entre Najib et le capitaine Michou, c'est tous les avions, les accrochages et tout qui sont arrivés là-bas. Et quand j'étais comment on appelle ça, au musée de Ben Boulaïd, là où il y a eu la distribution des armes pour 300 personnes quand même, j'ai eu des larmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un monsieur qui est rentré et il a appelé la librairie Guerfi. On lui a dit que l'auteur, et comme lui, il habite à Alice. Il est venu avec sa femme et sa petite fille, et il a demandé, il est où l'auteur de Tayar Asfara? Le gardien du musée, il me l'a ramené, il me dit, tiens, il te cherche. Bon, on a parlé un peu, mais il maîtrisait le français. Et j'ai pas pu me retenir. Oui. Beaucoup d'émotions, j'imagine. Beaucoup d'émotions, c'est pour ça que... Moi, je dirais que sans ces martyrs, oui, Allah yarham shuhada. Allah yarham shuhada, je ne serais jamais Najib pilote, je ne serais jamais Najib écrivain, je ne serais jamais Najib réalisateur de cinéma, je ne serais jamais moi-même. Voilà, justement, vous avez tendu une belle perche pour parler d'une autre facette de votre vie, parce qu'un exil forcé, dû à la décennie difficile, vous a un petit peu arraché à votre pays d'origine, l'Algérie. Vous vous êtes retrouvé en France, et là c'est une nouvelle voie vers justement le travail cinématographique, par l'écriture de scénarios, mais aussi par la réalisation de documentaires et de fiction par la suite. Donc c'est une très belle aventure aussi humaine à raconter. Certes, certes. Déjà l'exil, ça forge, l'exil, ça forme. Quand on arrive dans un pays, et étant donné qu'on a des bases culturelles, on ne se laisse pas aller. On se laisse pas aller, on n'est pas dans les chantiers. On cherche toujours à se placer dans l'élite française, mais qui était dure un peu. Et heureusement que j'ai des connaissances. Il y avait René Vautier, que je cite tout à fait
à la fin, hommage à René Vauthier, il m'a aiguillé un peu vers l'université de Rennes, Rennes 1, où j'ai fait une année de sémiologie de l'image, l'écriture cinématographique et tout. J'ai eu des connaissances, oui, et après j'ai commencé mon premier projet, c'était un film qui s'appelle Dis papi, dis mamie, apprends-moi. C'était une association de retraités qui a fait appel à moi. Il m'a dit, bon, on a un très très bon programme et on aimerait bien le filmer. Bon, j'ai pris des connaissances et tout, et j'ai trouvé que c'était un sujet très, très intéressant dans le cadre où les retraités ne se laissent pas aller. Oui, ils continuent de donner du meilleur d'eux-mêmes. En aidant les enfants en difficulté, voilà. Des lacunes, et j'aimerais bien vous dire, à la fin de l'année, c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de faire ce documentaire-là. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'année, tous les enfants qui ont été accompagnés par leur papy et leur mamie, ils ont été très 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 belles notes. Allah Ibarak. En tout cas, c'est un film qui a été, enfin un scénario qui a été, le documentaire a été primé. Il a été traduit dans différentes langues. Et c'est magnifique. Quand ils m'ont annoncé ça, je vous jure, j'étais très content. Traduit dans toutes les langues de l'Europe, parce qu'ils ont fait un concours, il y a eu 3 sujets qui ont été primés. Dans le vôtre. Dans le mien, oui. Bravo, en tout cas, ça a été le coup d'envoi pour une série de travaux en audiovisuel et donc dans le monde du cinéma. Donc, un film, par exemple, on va citer dans la fiction Al-Khobza avec Adwan Aliouet. Donc, voilà, Binoubine, une série qui a été faite pour Canal Algérie. Vous pour Canal Algérie en coproduction avec les films de l'avenir. Oui. Et Droit de vivre, c'est vraiment un film qui a été poignant en tout cas. C'était la drogue parce que je me suis occupé un peu de la jeunesse algérienne quand j'étais à Brest. Et moi, les idées, si vous voulez, j'ai un adage, j'ai un principe, je me disais tout ce qui touche à la dignité humaine me révolte. Oui. C'est pour ça que je choisis toujours des sujets noirs. Droit de vivre, c'est qu'un père en plein désarroi qui perd son fils à cause de la drogue et qui voit sa fille enceinte par le dealer du quartier, il veut se venger. Oui. Il veut se venger. Mais en fin de compte, il va kidnapper lui-même ce dealer, il va l'emmener dans une vieille prison désaffectée. Il va l'attacher là-bas. Mais tous les jours, il lui rend visite. Et tous les jours, il dit, demain, je te tue. Demain, je te tue. Jusqu'au jour où l'enfant, le dealer, est sevré. Très bien. Il retrouve la raison. Il dit, mais tonton, je sais que tu ne vas pas me tuer. Voilà. La voie vers le sevrage est une lueur d'espoir dans cet horizon sombre. En tout cas, on sera ravis en tout cas de développer toutes ces belles idées avec vous, de revenir sur votre carrière de réalisateur. Merci. À votre prochaine visite. Inch'Allah, n'hésitez pas à revenir nous voir. Nous avons été ravis de vous recevoir, Najib Laraba. Merci. Et de présenter votre livre, L'Oiseau jaune, Tayyara Safra. C'est aux éditions Rafar qu'il est sorti et donc j'espère que les lecteurs qui nous ont suivis ce matin se feront un plaisir d'en faire une lecture d'été, pourquoi pas. Inch'Allah. Pourquoi pas, oui. Inch'Allah. Que disent les pilotes entre bon vent, comme les marins, qu'est-ce qu'ils se disent? Bon air. Bon air, alors voilà, on va dire. Bon bol d'air, mais nous on l'utilise dans un terme un peu péjoratif parce que lui-même, bon, les gens maintenant ils l'ont pris un peu d'un terme vulgaire, mais pour moi, oui. Je n'ose pas l'utiliser. Enfin, c'était juste une envie de ma part de vous souhaiter bonne chance. En tout cas, prendre de l'air. On va prendre de l'air. Voilà. En tout cas, vous vivez pleinement vos passions, quelle que soit l'origine de cette passion. Bravo, j'ai envie de dire, et longue vie et encore peut-être d'autres vies, qui sait, Inch'Allah. Non, il y a d'autres. En tout cas, il y a un deuxième Tayyara Safra en préparation, je le dis en scoop, et on attendra avec plaisir. En tout cas, bonne chance. Et quand on dit Tayyara Safra, on pense forcément à une chanson qui a bercé notre jeunesse. Tayyara Safra a été reprise aussi par différents chanteurs, mais en tout cas, elle nous ramène toujours à cette réalité de la colonisation. Ça fait partie de notre patrimoine. Moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre-là,
Croyez-moi, ma femme, elle est rentrée. Hein. Elle a écouté la chanson avec vous. Elle a écouté la chanson et elle a vu que je pleurais. Elle a commencé à me faire des massages et tout. Et elle me dit, bon, il est tellement émouvant. Je dis, tu l'as pas lu? Elle me dit, non, je peux pas le lire parce que je vis avec. Moi, je vais dire à votre nièce de préparer des mouchoirs alors parce que c'est Tayara Sofra qui va suivre à l'instant. Merci infiniment et bon voyage de retour en France. Merci, Sarah. Allez. Une chanson qui nous donne toujours beaucoup d'émotions. Voilà, l'émotion est grande de retrouver aussi un confrère que j'avais perdu de vue. Il s'agit de Mohamed Saïm, ici présent, donc, qui est grand animateur radio et reporter également, donc très versé dans tous les sujets les plus difficiles, entre autres les sujets politiques, économiques, etc. Donc, après beaucoup de dons à la radio algérienne, Mohamed Saïm se lance dans une très belle aventure, la création d'une radio faite par les Africains pour les Africains, n'est-ce pas, Mohamed Saïm? Tout d'abord, bonjour. Merci pour l'invitation, Radia. Toujours un plaisir d'être là à Canal Algérie. Et puis, oui, donc vous avez parlé de ce projet qui est un grand projet qui a été réalisé
en un espace de temps quand même relativement, on va dire, presque un peu court, mais un gros travail a été fait derrière. Il y a une équipe qui est derrière tout ce projet. Je ne suis pas seul. Seul, on peut pratiquement rien faire. Donc, il y a toute une équipe derrière. Il y a une équipe présente avec moi aussi, Mustapha et Salah. Voilà, on va les présenter. Oui, on va les puis présenter. Après, on va oui, continuer sûr, de parler des Fleria, donc bien FM. sûr. Donc, voilà. Donc, à ma droite, Mustapha Mohamed Mustapha. Bonjour madame. Bienvenue. C'est un plaisir d'être là sur votre chaîne Tout le plaisir est pour nous. Donc, vous êtes un ambassadeur du Tchad aujourd'hui. Je suis l'ambassadeur de l'Afrique. De l'Afrique, oui, ça j'aime bien. Et puis, vous êtes accompagné également de Salah Mohamed Issaka, issu du même pays. Oui. Voilà, ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est un plaisir partagé et ravi d'être parmi l'équipe d'Ifriqiya FM. Voilà, des voix, on sent déjà que ce sont des voix radiophoniques qui vont porter très haut la voix de l'Afrique. Ils le font déjà, Radia. Ils le font depuis pratiquement le 3 mai. Donc c'est une chaîne qui a été lancée le 3 mai. Ça vous fait déjà un mois? Un mois de diffusion. Donc le 3 mai, on a commencé au soir à 19h avec un programme très spécial, donc beaucoup de musique. Et puis le lendemain matin, le 4 à 6h du matin, on a démarré la grille. Donc on a mis en œuvre la grille des Fleria FM. Avec Mustapha, avec Salah. Il y a toute une équipe aussi présente au niveau de la rédaction. Un coup d'envoi hautement symbolique, on dira, parce que ça coïncidait avec la journée internationale de la liberté de la presse. Donc ce n'était pas anodin, donc le choix aussi de cette date, c'est très symbolique. Et aussi donc le 3 mai, c'était presque à un mois aussi du 25 mai, donc le 25 mai qui est une grande journée pour l'Afrique, qui est la journée de l'Afrique, et donc on a dû faire tout un travail durant ce mois pour célébrer donc notre très cher continent. Quoi d'autre? Donc l'équipe, c'est une équipe donc de plusieurs nationalités. Aujourd'hui, nous avons Mustapha et Salah qui sont du Tchad. Nous avons aussi une équipe donc au niveau de la rédaction de plusieurs nationalités, du Lesotho, de l'Angola, du Cameroun, du Niger, d'autres nationalités, le Mali, Adama. Voilà, donc c'est toute une famille au sein de cette nouvelle radio, Ifriqiya FM Radia. On va la découvrir, cette jeune famille, tout de suite, avec des images rapportées par notre collègue du service d'info, Amel Bouakba, s'est rendu à Ifriqiya FM et est revenu avec ces images. On va les découvrir ensemble. Bienvenue sur Ifriqiya FM, sur la musique de Myriam Makeba. Vous êtes sur votre nouvelle station. La voix de Myriam Makeba, icône de l'Afrique, résonne pour la première fois dans ce studio et donne le temps. Bienvenue sur les ondes de la nouvelle radio Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. On m'a offert cette chance, cette opportunité, un encadrement topissime qui nous cesse et qui me cesse de nous pousser. Et j'espère qu'on arrivera à satisfaire avant tout nos auditeurs et surtout toutes les personnes qui ont cru en ce projet. Et à travers ces difficultés, à travers ce que nous traversons en Afrique, il est temps que nous soyons entreprenants. Il faut que nous créions, il faut que nous innovons. Et maintenant, à travers Ifriqiya FM, c'est cette particularité qui permet de toucher un peu par toute l'Afrique, parce que c'est ça, il faut montrer une nouvelle mentalité en disant on a tant vécu, on a tant vu, etc. etc. Il est temps qu'on change de choses, il est temps que nous travaillons. Et je suis très ravie parce que c'est la voix de l'Afrique, ça réunit l'Afrique, ça fait parler l'Afrique et ça pourrait rapporter beaucoup de solutions sur plusieurs plans. Tous les moyens ont été mis en place et à travers ce studio-là et notre réseau de correspondants, on va informer tous les citoyens africains là où ils sont. Une radio portée par une équipe dynamique de journalistes passionnés et motivés. Ravi de travailler sur l'Afrique, sur notre continent, qu'on est convaincu qu'on doit changer les choses et qu'on a les moyens de changer les choses grâce à ce merveilleux média et ce merveilleux nouveau média qu'est Ifriqiya FM. Je suis très honorée de faire partie de cette belle équipe. On a été bien formés, on a été bien encadrés, on l'est toujours, on nous oriente et voilà, je suis très fière de faire partie de cette équipe. C'est avec beaucoup d'ambition que cette équipe entame cette nouvelle aventure médiatique sous la houlette de leur mentor.
Ifriqiya FM, la voix africaine, c'est tout simplement une radio qui est riche de par son contenu, mais de par aussi sa composante, puisque la rédaction est bien étoffée. Nous avons plusieurs nationalités africaines au sein de cette radio. Nous avons des chroniqueurs du Burundi, nous avons du Mali, du Sénégal, du Burkina, du Tchad, et nous avons aussi bien sûr une équipe d'Algériens comme nous, donc des chroniqueurs, des journalistes qui seront au service de l'Afrique. Nous avons aussi un réseau de correspondants à travers le continent africain. Il y a le français, il y a l'arabe, il y a le tergi, il y a le hausa et le bambara qui sont des langues africaines. Le hausa, généralement, c'est très utilisé au Niger, mais également une partie du Mali, mais de l'Afrique. Il y a aussi le bambara. Et nous comptons dans un avenir très proche, pourquoi pas, intégrer aussi la langue anglaise et d'autres langues africaines, pourquoi pas le swahili, le peul et d'autres langues, pour pouvoir parler à l'Afrique. Vous savez, il y a l'agenda africain de 2000. Dans une Afrique multiculturelle, cette nouvelle radio se veut un moyen puissant pour diffuser une information objective et accompagner les défis du continent. La voix africaine. Voilà, une voix africaine avec différentes sonorités, différents dialectes, différentes langues africaines. Donc, nos animateurs d'Ifriqiya FM sont avec nous. On va justement leur demander quels sont les sujets qui vous intéressent le plus, justement. Qu'est-ce qui, voilà, vous êtes présentateur de chroniques. Voilà. Effectivement, donc, moi quels je sont suis vraiment les sujets que vous aimez évoquer le plus par rapport à l'Afrique? Alors, chez Ifriqiya, on traite tous les sujets d'actualité, politique, économique, culturelle, histoire. Et aussi, pourquoi pas, on va toucher tout ce qui est patrimoine culturel. Donc, moi, j'interviens dans pas mal des chroniques et aussi des émissions, telles que Les Centenaires d'Afrique, qui est une émission culturelle, et aussi Les Brassages, où on parle aussi des sociétés, exactement. Et je présente aussi l'Escale africaine, qui est aussi une rubrique qui consiste à faire découvrir les gens, les pays africains. Exactement. Voilà, et vous vous exprimez dans quelle langue? En français. En français. Il y a d'autres collègues qui s'expriment en arabe. Voilà, vous avez désigné justement celui qui jongle avec les deux langues, en fait, le français et l'arabe, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc, Ifriqiya FM n'est pas seulement une chaîne de radio, c'est encore plus, c'est une voix, c'est la voix de l'Afrique. Et à travers cette voix, on fait passer des messages déjà informés. Et on informe autrement par les Africains et pour les Africains. Moi, personnellement, j'interviens dans plusieurs émissions, notamment Le Brassage, qui est une émission culturelle. Et je fais aussi des reportages en arabe et en français. Voilà, vous êtes reporter et donc vous essayez un petit peu de présenter cette Afrique à travers ce qui existe déjà en Algérie, puisque vous résidez ici actuellement, n'est-ce pas? Exactement, ça fait à peu près 5 ans que je suis en Algérie. Je suis étudiant en même temps en Algérie, comme pas mal d'autres collègues, Mustapha et aussi toutes les personnes d'autres nationalités. Donc c'est aussi une équipe de jeunes qui étudient dans divers domaines et qui peuvent apporter leur contribution, leur voix pour parler à l'Afrique, pour parler aux Africains. Et moi personnellement, je peux citer par exemple quelques émissions dans lesquelles je participe. Le Brassage, je viens de le dire. Il y a aussi une émission qui s'appelle Les Centenaires d'Afrique, qui est une sorte d'étoffe qui permet aux Africains de sentir ce qu'est l'Afrique. On intervient aussi dans une émission qui s'appelle Les Africains parlent aux Africains. C'est une émission qui retrace un peu les faits historiques et les légendes africaines. Voilà. Dans le langage commun, on dit Riht al-Bled, donc c'est senteur africaine, c'est pas mal en tout cas. Voilà, c'est absolument ça. Et puis, ce qui est bien chez Mustapha, Salah et toute l'équipe, c'est qu'ils n'ont pas la formation de journaliste. C'est ça qui est bien, ils ont découvert une passion. Depuis, je pense, le premier jour, ils sont vraiment restés très attachés à la chaîne et aux collègues. Et je peux dire que comment ils ont eu vent justement de l'existence d'Ifriqiya FM? Par des connaissances. C'est toujours par les informations, à travers les amis, les médias, les camarades. Donc c'est tout à fait normal qu'on nous contacte parce que nous aussi, on a quelque part joué un rôle.
Très bien. Parce que la plupart des membres de l'équipe d'Ifriqiya, c'est des gens très très ambitieux, donc ce ne sont pas des gens, voilà, c'est des gens triés. Ils sont déjà impliqués dans leur contexte, dans l'environnement direct. Et donc pour moi, c'était un honneur de servir l'Afrique et d'apporter aussi ma pierre de contribution à la construction d'une Afrique meilleure, unie et surtout fière. Voilà, une voix africaine à travers les 105.6, voilà, 105.6 quand on est sur Alger, partout, sur Alger et ailleurs, et à Tamanrasset, ça devient 98.4. À Tamanrasset, la région de Tamanrasset. Ça, ce sont les premières ondes. Le temps d'agrandir un peu le champ vers le Niger, le Mali et d'autres pays. Sinon, donc, il y a deux rédactions. S'il y a Tamanrasset, c'est qu'il y a une rédaction à Tamanrasset, donc il y a tout un studio. Il y a une annexe qui est sur place. Et la particularité de Tamanrasset, c'est qu'il y a 3 autres langues au-delà du français et de l'arabe. Il y a le tamashek, donc le tergui, il y a le hausa et le bambara qui sont utilisés au niveau de Tamanrasset par de jeunes Algériens qui sont là-bas, qui sont installés à Tamanrasset et qui voilà, font tout un travail dans ces 3 langues. Excellent. Donc voilà, donc il y a une présence qui se renforce de plus en plus. Oui, donc cette jeune équipe est en train de s'agrandir, la famille prend de l'ampleur. Oui, c'est difficile de recruter, ça se passe comment? Disons que bon, il a utilisé un mot tout à l'heure, Mustapha, il a employé le verbe trier. Disons que c'est vrai qu'il y a eu une sélection qui a été faite. Il fallait trouver des personnes engagées. Et c'est ce qu'on a constaté, c'est-à-dire que quand on voit l'équipe aujourd'hui, comment ils travaillent, moi je dis que c'est juste incroyable, être à la tête de cette chaîne et voir comment ils sont en train de travailler, ils sont très très engagés. Parce que si on n'est pas engagé, je pense que le résultat ne sera pas bon à la fin. Et le résultat, pardon Radia, en un mois de temps, un mois donc, de diffusion, moi je peux dire que vraiment c'est un travail formidable qui est fait et c'est merveilleux. Voilà, ça vient tout seul, c'est facile dans la mesure où on a un objectif identique, lorsqu'on a les mêmes motivations. On a senti la motivation, on a vu les images donc, qui avaient pris en coulisses justement tous ces animateurs et tous ces acteurs d'Ifriqiya FM. Donc on a senti justement la motivation. C'est pas parce que c'est nouveau, j'imagine, c'est parce que c'est très original. Et c'est l'Afrique, oui. N'est-ce pas? Effectivement, bien sûr. Et tout ce que nous voyons, ça c'est encore la première pose d'une pierre qui décrit, c'est-à-dire une grande ambition. Je suis sûr qu'on en parlera de cette chaîne, je ne sais pas exactement, d'ici 1 année, 2 ans ou 5 ans, ou bien même 10 ans, mais c'est quelque chose qui est très très grand. Et Ifriqiya FM, ce n'est pas juste la radio, mais c'est un état d'esprit. Tout à fait, c'est vrai que l'Afrique commence à parler africain. Oui. Dans les différents domaines et pas seulement les médias. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté justement d'être dans un esprit panafricain, que ce soit pour booster l'économie africaine ou éventuellement pour avoir une culture africaine avec voilà, des piliers comme ça communs et une histoire racontée par les Africains aussi. Exactement. Oui, allez-y. Comme M. Mohamed et M. Moustapha l'ont dit, Ifriqiya FM, ça représente la diversité de l'Afrique. C'est composé de personnes qui viennent de différentes nationalités, de Ouagadougou à Addis Abeba, d'Alger à Johannesburg. On a beaucoup de nationalités, une dizaine de nationalités. Donc ça crée une sorte de combinaison de différentes cultures, de différentes idées, surtout des idées de ces jeunes-là. Surtout les brassages. Oui, les brassages, exactement. Brassage exactement, c'est un brassage. Justement, vous parliez de diversité, moi j'allais dire, vous cherchez surtout les convergences aussi, parce que c'est vrai qu'on cherche les connexions entre les Africains, n'est-ce pas, à travers un projet pareil. Le point de convergence, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Afrique. Effectivement. C'est bien ça, Moustapha. Moi, dès qu'on m'a parlé de ces projets, je me suis senti concerné parce que je me suis dit qu'il s'agit de moi-même, il s'agit de vous et il s'agit de nous. Oui, absolument. Et donc, pourquoi pas? Et je suis très fier
Je suis très fier. Il y aura bientôt aussi un très beau musée africain ici à la capitale algéroise qui va permettre de regrouper tous les joyaux de la culture africaine et qui va permettre aux Africains de se découvrir à travers la culture et à travers justement ce patrimoine et cet héritage. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, messieurs. Donc, que vous dire? Bon vent. Merci, bonne chance pour cette jeune équipe qui perce. Donc, Ifriqiya FM diffuse, mesdames, messieurs, et bon, le directeur va nous le dire, monsieur Mohamed Saïm ici présent. Diffuse 24/24, donc sur les ondes FM pour Alger, Tamanrasset et d'autres pays. On a un service multimédia qui est en construction et qui sera bientôt donc prêt. Et on a aussi du live streaming, ça sera pour bientôt, live streaming vidéo et audio, donc sur les réseaux sociaux on est très présent. Et voilà, donc c'est vraiment un démarrage, on est à 1 mois de diffusion et le plus beau reste à venir. Absolument, donc Ifriqiya FM, un nom à retenir pour une chaîne que vous allez certainement apprécier, je le sens déjà. Nous avons été ravis de recevoir ce matin son directeur, M. Mohamed Saïm, ici présent, et il vient de prendre la parole, et puis Mohamed Mustafa, donc chroniqueur au sein d'Ifriqiya FM, et puis Salah Mohamed Issaka, donc chroniqueur et reporter également. Donc ravi de vous avoir reçu ce matin. Merci. Bonne chance. Merci à toute l'équipe. J'espère que vous apprécierez ce nouveau métier en tout cas. Merci. Nous avons apprécié votre présence et nous avons aussi apprécié votre présence, vous derrière votre lucarne. Merci d'avoir été avec nous depuis ce matin. On va continuer de vous présenter encore des profils très intéressants dans cette émission. Il s'agit d'un slammer tout à l'heure. Donc ce sont aussi des paroles qui vont nous faire voyager avec Farouk Rahal dans un instant après ceci. Nos invités aiment parler off the record. Et puis voilà, donc le dernier invité vient de s'installer. Il s'agit de Farouk Rahal, alias El Jazairi de Paris. C'est votre nom de scène quand vous slamez. Voilà, je viens de dire un petit peu le mot-clé. Il est slameur, donc il manie très bien le verbe et la parole pour justement raconter le quotidien d'un Algérien à Paris. Exactement, un Algérien ou du peut-être monde plus. Et un Algérien à Paris. C'est sûr que mon identité, c'est l'Algérien de Paris, le Jazairi de Paris, mais sinon, c'est un Algérien du monde. C'est un Algérien du monde qui, bien sûr, qui partage les mêmes préoccupations de tout autre jeune. Voilà. Les jeunes, dans le siècle dans lequel nous vivons, sont à la recherche de repères.
et des repères identitaires. Je pense que vous aussi, vous êtes dans cette voie. Toujours, toujours. Moi, je suis toujours à la recherche de l'Algérie à travers le monde. Et ce que j'ai toujours remarqué et qui m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup voyagé du Venezuela en Indonésie, j'ai été partout. Et à chaque fois que j'admirais quelque chose, ça avait un rapport avec l'Algérie. Et l'Algérie, c'est ma maman, Rahma, c'est tout ce que j'aime de l'Algérie. C'est mon grand-père, le drapeau. Tout ce qui m'a transmis durant toutes ces années, l'amour de l'Algérie dans toute sa splendeur et toute sa beauté. Oui, et c'est ce qui explique un petit peu votre nom de scène, Jazairi de Paris. Donc c'est avec ce nom que vous vous êtes fait connaître. Donc voilà, et vos slams ont permis aussi à l'Algérie de voyager dans les esprits de ceux qui vous écoutent. Exactement. Très souvent, on m'envoie des messages sur les réseaux et on me dit grâce à cette chanson, j'ai pu ouvrir une partie de mon cœur. Des gens qui étaient très fermés. Donc c'est ce qui m'a permis de continuer. J'ai été faire des concerts grâce à Sidi Ali Akloul en Égypte, où je reprenais des classiques de Farid El Atrache en slam, avec accordéoniste sur scène, tout ça. Et j'ai eu énormément de succès en Égypte, donc ça me plaisait. J'ai continué et c'était en français. Oui. C'était en français à 100%. Il y a quelques francophones en Égypte, mais c'est vrai que vous auriez eu votre chance ailleurs, beaucoup plus. Eux, ils me disaient que la culture, le fait d'écouter leur sonorité et d'écouter du Farid El Atrache, comme le Wahiyé, Kamassos, et plein d'autres, Diamond Mac. Oui, ce sont des mélodies voilà, qui sont comment dire, immortelles. Ah, c'est sûr, et puis c'est de l'amour. C'est de l'amour de l'instant. Profiter de chaque instant, pas perdre son temps, parce qu'on a de plus précieux dans notre vie, c'est le temps. Absolument. Et ça, je le répète toujours, le temps d'aimer, le temps de s'aimer, le temps de marcher, le temps de déguster, le temps de voyager, le temps d'être soi. Et le plus beau de mes voyages, hormis l'Algérie, parce que pour moi, on a tous les archipels dans l'Algérie. On peut retrouver le monde entier dans l'Algérie. C'est un bel continent, effectivement. Pour avoir beaucoup voyagé, pour moi, c'est le plus beau pays du monde. Je reviens avec les mêmes conclusions à chaque fois. On est d'accord. Non, parce que quand je le dis à tout le monde, même à Washington, quand je rencontre des Américains et qu'on parle de l'Algérie, ils me disent, mais on a l'impression que c'est le plus beau pays du monde. Je dis, mais c'est pas parce que je suis algérien, c'est parce que c'est le plus beau pays. Sans chauvinisme aucun. Voilà. Sans chauvinisme aucun, on a tout qu'il faut dans ce pays, effectivement. Mais c'est sûr, il y a 5 ans, je suis venu avec un Réunionnais et un Lyonnais. On était à un mariage à l'île de la Réunion et les mecs parlaient de l'Algérie comme si c'était le tiers-monde. Je dis, stop, on s'arrête tout de suite. Les gars, moi je vous invite en Algérie, je paye tout. Par contre, si vous repartez émerveillés, vous remboursez tout x2. Par exemple, ça c'est pas mal bien dit. En tout cas, on va découvrir ce clip qui vous a uni, qui vous a permis de vous exprimer auprès de Bilal Berrou, voilà. C'est un clip Chaoui, qui raconte l'élégance.
Parce que le slam, je m'y retrouve et depuis 2012, j'ai fait énormément de piano-bars comme le New York Bar à Paris où je me retrouvais devant un piano avec un copain pianiste ou des fois c'était moi qui jouais. Et de là, je prenais tout l'amour de l'Algérie que je transmettais à des Américains, à des New-Yorkais quand même au New York Bar. C'est là où on retrouve tous les anglophones, des gars d'un peu partout dans le monde. Et les gars adoraient parce que je prenais les sonorités, par exemple Zina, je la faisais en mode slam. Zina de Raina Rai. Et les mecs, ils applaudissaient. Et puis, je montais sur scène avec le vrai Zina, la vraie version. Je faisais danser tout le monde. Je leur disais, allez, on lève les bras à l'algérienne. Oui. Allez, essuie-glace. Zina, c'est un culte. C'est un classique. Pour moi, c'est quand on me dit, ouais. Indémodable. Un son particulier qu'on ne verra nulle part ailleurs, effectivement. Ben, c'est ça. Et puis, pour moi, il a gardé ce charme. Tout comme le Aïcha Khaled est magnifique, le Zina est extrêmement magnifique. Et on l'entend, moi, partout où je vais. Hein. Je monte sur scène sur Zina de Raina Rai. Et j'ai fait des shows à la Marina de New York, comme à Dubaï. Je monte toujours sur Raina Rai. Oui. Et c'est marrant parce que peu importe l'endroit du monde où je vais, même en Indonésie, chaque fois que je vais quelque part faire une scène, on me sort le drapeau algérien. J'imagine. Et c'est pas des Algériens. À Bali, j'ai rencontré des Indonésiennes qui venaient de Jakarta. Et elles sont arrivées avec le drapeau algérien, elles disaient 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vive l'Algérie. Ça, c'est un peu partout. En tout cas, j'espère que prochainement, vous aurez à investir une scène algéroise pour vraiment une soirée slam, on l'espère en tout cas. On en avait déjà fait une il y a 3 ans avec Sidi Ali Akloul, où on avait eu des gens qui étaient venus de Sétif, d'un peu partout. On avait fait aussi Mostaganem à Mostalaland. Ça s'était super bien déroulé. Et là où j'avais halluciné, c'est de voir 300 personnes devant moi. Et Sidi Ali Akloul, il me dit, malheureux, ils sont venus pour toi. Alors tu assures. Alors vous avez intérêt à nous offrir un prochain spectacle. En tout cas, on arrive à la fin de cette rencontre. Merci beaucoup. On a été ravis de vous recevoir Djezaili de Paris, alias Farouk Rahal, ici présent, slammer, qui nous a fait le plaisir et l'amitié de finir cette émission avec nous. Merci. On a été ravis. Donc merci à tous ceux qui étaient avec nous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on vous laisse dire un dernier mot. À tous les Algériens du monde. 1, 2, 3, viva l'Algérie. En tout cas, on aime l'Algérie parce qu'on s'aime. Wow. Donc voilà, en tout cas, l'Algérie reste le plus beau pays du monde. L'Algérie est magnifique. Merci.